Ce n'est pas en demandant aux personnes de se déconstruire individuellement sur les questions de racisme que le racisme va disparaître. Le racisme ne se combat pas par la déconstruction individuelle, mais par la transformation des structures qui produisent le racisme. Et cette transformation n'est possible qu'à travers le fait d'instaurer un rapport de pouvoir avec ces structures, et donc la confrontation. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo, je la fais dans le cadre de la publication du Plan d'action national contre le racisme, qui est appelé aussi Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en décembre. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des problèmes que produit le fait de se reposer sur l'ICERD pour rédiger ce plan. Je le ferai dans une autre vidéo, mais plutôt sur qu'est-ce que ça implique le fait de faire ce plan maintenant. Dans cette vidéo, je voudrais plutôt prendre de la hauteur dans l'analyse du plan d'action en m'appuyant sur les analyses d'autres chercheurs et chercheuses, militants et militantes comme Fania Noël, Maboula Soumaoro ou Saïd Bouamama, dont vous trouverez toutes les références en description. D'abord, je vais commencer par définir ce que c'est que le racisme. Parce qu'en 2025, le racisme n'est plus défini simplement comme la haine de l'autre, mais comme un système d'oppression qui traverse l'ensemble des sociétés et qui imprègne toutes les sphères d'activité. Donc ça ne se limite pas seulement à des attitudes individuelles, mais c'est un système qui structure l'organisation même du social en s'appuyant sur une idéologie de hiérarchisation raciale. Je fais référence aux épisodes 1 et 2 de ce podcast que vous trouverez en description. Cette idéologie, elle trouve ses racines dans l'impérialisme et le colonialisme européen. Donc elle est située, la naissance de cette idéologie est située historiquement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est une idéologie qui institue une hiérarchisation, qui place les Blancs en tant que groupe social au sommet, tout en reléguant les groupes non blancs à des positions subalternes, c'est-à-dire à des positions inférieures sur les plans culturels, symboliques, social, économiques et politiques. Donc le racisme façonne les rapports entre les groupes sociaux eux-mêmes, entre les groupes sociaux et les institutions, et entre les institutions elles-mêmes, au même titre que d'autres structures oppressives comme le genre. Cette idéologie s'inscrit aussi dans les corps et dans les psychismes, en pénétrant à la fois les sphères intimes et les structures institutionnelles. Alors oui, lutter contre le racisme suppose un travail de déconstruction au niveau individuel, mais c'est surtout en interrogeant la manière dont la race organise la société dans son ensemble qu'on combat le racisme, puisqu'aucune dimension de la vie sociale n'échappe à ce système. Réduire la lutte contre le racisme à un travail de déconstruction individuelle, ça revient à occulter sa dimension systémique qui a beaucoup plus d'importance. Or, le plan d'action actuel repose principalement sur la sensibilisation, la formation des acteurs et la production de labels sans jamais s'attaquer aux rapports de pouvoir ni aux logiques systémiques qui produisent le racisme. Et je vais prendre un exemple concret qui est compris dans le volet éducation du plan d'action. Le fait d'analyser et d'adapter les thèmes du colonialisme et de l'esclavage dans les programmes d'histoire de l'enseignement secondaire. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'obligation explicite au Luxembourg d'enseigner l'histoire coloniale dans les cours d'histoire. Du fait de la liberté pédagogique qui existe au Luxembourg, des professeurs peuvent aborder ces questions, mais ça dépend de l'enseignant et de l'établissement. Un élève m'a même rapporté que un de ses professeurs d'histoire avait abordé l'histoire de la décolonisation comme des guerres entre pays, ce qui est complètement incroyable puisque la décolonisation, c'est un processus historique qui est marqué par des négociations, des luttes armées, des révoltes populaires, des grèves et même des mobilisations internationales organisées par les indigènes à partir des territoires colonisés et dans la diaspora pour obtenir leur indépendance et qui a été aussi marquée par des répressions et des violences massives de la part des États colonisateurs. Donc si l'on prend comme exemple l'adaptation des manuels scolaires sur l'histoire du colonialisme et de l'esclavage, le nombre d'heures que ça va impliquer, l'angle avec lequel ces thèmes vont être abordés, dépendent du climat politique, ou pour reprendre les mots de Frantz Fanon, de l'atmosphère qui règne dans la société luxembourgeoise. Et l'atmosphère qui règne dans la société luxembourgeoise, malgré les manifestations qu'il y a eu, la manifestation pour la justice pour George Floyd en 2020, et malgré le débat sur le racisme à la Chambre qui a suivi suite à cette manifestation,
Eh bien, l'atmosphère qui domine au Luxembourg, c'est l'antiracisme moral. Dans ces conditions, toute la stratégie nationale de lutte contre le racisme, elle va reposer sur l'antiracisme moral qui fait peser le changement de la société sur l'individu, ce qui ne marche pas. Ce qui transforme la société de façon structurelle, c'est la confrontation, c'est-à-dire le rapport de pouvoir qui est créé par les mobilisations collectives, des individus qui s'organisent collectivement pour créer un rapport de force avec l'État, puisque c'est l'État qui est l'organe qui produit les structures du racisme. Et ce qui est insensé, c'est que malgré l'existence d'une étude nationale aujourd'hui qui a été faite en 2022 qui souligne le caractère systémique des discriminations raciales, ces discriminations continuent à être traitées comme des phénomènes purement individuels, de méconnaissance de l'autre ou de repli sur soi. L'existence de processus sociaux de production des discriminations en toute légalité par les institutions elles-mêmes continue à être niée. La réalité du racisme structurel est masquée par un principe officiel de non-discrimination, proclamé mais quotidiennement bafoué. Dans tous les sens, on doit lutter contre le racisme, contre les discriminations et on doit vraiment éduquer nos enfants en leur disant mais regarde la vraie valeur de la personne, peu importe qu'elle soit blanche ou noire, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit mince ou grosse. Ce caractère systémique et institutionnel des discriminations, il est pourtant flagrant et visible aujourd'hui de façon statistique. Développer une stratégie contre le racisme qui considère le racisme comme un malentendu interpersonnel plutôt que comme un dispositif politique, ça ne fait qu'entretenir le statu quo, c'est-à-dire le maintien des descendants des peuples anciennement colonisés dans le bas de la hiérarchie sociale et raciale. Cette réalité, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de chance, mais c'est le résultat d'une volonté politique. Les nations européennes se sont construites sur la production d'indigènes, c'est-à-dire de sous-citoyens marginalisés au niveau économique, social et politique. Et ça continue aujourd'hui. L'immigration postcoloniale, c'est un continuum en fait de la colonisation, puisqu'elle perpétue les rapports de domination en produisant des individus qui vont être réduits à une force de travail, insérés par le bas dans les secteurs les plus pénibles du monde économique. Avant, c'était le travail forcé. Aujourd'hui, c'est le travail des immigrés. Alors, j'en ai parlé dans les épisodes 1 à 3 du podcast. Les années 2019 et 2020, elles ont marqué un tournant décisif dans l'antiracisme au Luxembourg, puisqu'elles ont vu naître des organisations antiracistes, décoloniales et indépendantes. Elles ont aujourd'hui, ces organisations ont aujourd'hui toutes les deux disparu en raison de la situation politique qui règne au Luxembourg et qui ne permet pas l'existence de ces organisations. Ça, c'est très important à comprendre. Je rappelle qu'on est dans un pays où on a un collectif artistique ouvertement antifasciste qui est expulsé du lieu de sa résidence en raison des critiques qu'il fait de certains politiques. Analyser la disparition de Let's Rise Up et de FINCAPE, donc ces deux organisations décoloniales qui existaient, et l'expulsion de Richtung 22, qui est cette organisation artistique antifasciste. Analyser donc ces disparitions ou ces événements en termes individuels et pas en termes politiques, c'est juste bête. Mais il faut aussi dire que les organisations antiracistes qui sont nées donc en 2019 et 2020 ne sont pas venues de nulle part. Elles sont les héritières aussi d'autres mouvements comme les associations culturelles africaines ou de l'histoire des luttes antiracistes dans les pays voisins, comme c'est souvent le cas. C'est le cas aussi pour les luttes féministes. Nous ne sommes pas les héritiers ou héritières des organisations de défense des droits des étrangers, puisque ces organisations ont toujours méprisé et marginalisé les racisés. Les organisations institutionnelles de défense des droits des étrangers ont tendance à vouloir appliquer le même traitement de façon identique à tous les individus, à tous les groupes, quelle que soit leur appartenance, en ignorant les différences de modes d'existence qui se sont fabriquées au cours de l'histoire. Ça induit l'idée d'un racisme immanent qui concerne n'importe quel groupe et touche n'importe quel groupe. Ça induit l'idée de l'existence d'un racisme anti-blanc qui est complètement hors contexte. C'est traiter la colère et éventuellement la haine qui émanent et vont à l'encontre du système raciste, comme on traite le racisme lui-même, ou traiter la xénophobie, qui est aussi
une forme de discrimination qui existe, comme le racisme lui-même, ce qui n'est pas le cas. Cette neutralité dont font preuve les organisations de défense des étrangers qui sont traditionnelles et classiques, elle est problématique. On peut aller plus loin. Non seulement on considère que tous les groupes sont équivalents, mais en plus, on a des blancs à la tête des institutions qui s'occupent de l'antiracisme. Des personnes dont, sans expérience vécue de ce qu'est le racisme, et qui fatalement sont dans un rapport de domination avec des groupes que leurs institutions sont censées protéger. Il faut donc rompre avec un universalisme qui serait abstrait pour remplacer cet universalisme par un universalisme d'un autre type, un universalisme qui ne se réduise pas à l'idée d'une expérience supposément commune, mais qui reconnaisse et assume l'existence des différences essentielles radicales entre les groupes. Même l'ONU et l'Union européenne ont reconnu ces différences, donc il serait temps que ces associations institutionnelles luxembourgeoises le fassent aussi. Alors ce que je dis, ce n'est pas qu'il faut renoncer à l'universalisme, mais c'est qu'il faut avoir l'horizon d'un universalisme plus large. Parce que nous habitons dans le même monde et donc nous sommes interdépendants, mais il y a aussi des rapports de pouvoir qu'on ne peut pas ignorer. Les comportements racistes s'adossent donc à des dispositifs. C'est pourquoi il est insuffisant de se limiter à l'analyse des actes individuels. Et il faut au contraire interroger les agencements entre ces dispositifs. Prenons l'exemple des violences policières. Dans le cas des violences policières, l'ensemble des partis politiques, et pas uniquement l'ADR, attend systématiquement l'avis du système judiciaire avant de se positionner. Il n'est jamais question de remettre en question le système judiciaire lui-même, ce qui revient à penser qu'il existe une séparation entre le pouvoir exécutif, dont fait partie la police, et le pouvoir judiciaire, dont font partie les tribunaux, en supposant que le système judiciaire est juste par essence. Et c'est aussi la posture qui est adoptée par les associations institutionnelles de défense des droits des étrangers, quand elles osent réagir ou quand elles daignent réagir. Ces associations, elles sont liées à des conventions avec certains ministères. L'antiracisme politique, lui, il est lancé et porté par des personnes victimes de racisme. Il existe à travers la résistance des groupes opprimés qui veulent comprendre leurs conditions et la changer. L'antiracisme généraliste ne travaille pas pour les groupes, pour les victimes, mais pour la paix sociale. Mais c'est une paix sociale qui se croit menacée par la parole des victimes. C'est pourquoi certains de ces groupes sont disqualifiés et diabolisés en tant qu'extrémistes ou communautaires, alors qu'en réalité, notre antiracisme, c'est une réponse au racisme et à ce qu'il nous fait vivre au quotidien. En tant que victime de racisme, on a le droit à parler publiquement quand on s'est éloigné des communautarismes, quand on rejoint cette approche de neutralité. Et lorsque cet antiracisme politique est invité par les institutions de l'antiracisme à venir s'exprimer, il n'y a pas le choix que d'y occuper une place subalterne, inférieure, puisque de fait, c'est l'approche généraliste de neutralité et une approche morale qui est imposée. Cette situation, elle empêche toute possibilité de conflit de nature politique qui pourrait bouleverser ou secouer le fonctionnement d'une institution. Ça empêche, par exemple, d'imaginer que ce soit une personne noire qui dirige le CET, le Centre pour l'égalité de traitement, à partir des spécificités de son groupe et qu'à partir de là, se fassent des liens avec les autres conditions d'existence. Mais il existe d'autres terrains pour la lutte et la confrontation. En janvier 2021, l'association dans laquelle je militais, Let's Rise Up, s'est retrouvée au cœur d'une polémique quand nous avons organisé un atelier sur le racisme en non-mixité racisée. Sans surprise, certains, comme l'ADR, dans une question parlementaire, ont condamné cette initiative, tandis que, dans sa réponse à la question de l'ADR, la ministre de l'époque, ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, a invoqué des arguments du type « les personnes qui subissent les mêmes oppressions ont besoin d'être entre elles ». Or, cet argument, précisément parce qu'il se veut bienveillant, évacue l'essentiel, la stratégie politique. Dans une organisation politique, la non-mixité n'y est pas un espace thérapeutique destiné à raconter le racisme vécu, parce que pour ça, quand on est noir au Luxembourg et ailleurs, on a un cercle, on a des amis ou de la famille avec laquelle partager ses expériences. On n'a pas besoin d'en parler dans le cadre d'une organisation collective pour ça.
L'enjeu, il est ailleurs. L'organisation collective, c'est un moyen pour les groupes minorisés de s'éduquer et d'agir politiquement en s'appuyant sur des groupes de travail et des commissions. Ces organes ne sont pas des lieux d'introspection ou de thérapie, mais des espaces tournés vers l'action, la production politique et la transformation du monde. Le militantisme est un accélérateur de radicalité et de formation, et la non-mixité en est un des outils. Ce que je vis, ce que je subis, ce que d'autres vivent, nous le mettons en commun pour élever le niveau de l'analyse, gagner en complexité et en généralité. La non-mixité permet l'émergence de pratiques, d'une idéologie et d'une théorie militante fondée sur ce qui fonctionne concrètement en matière de mobilisation et de lutte. L'expérimentation, et même l'échec, est indispensable à l'apprentissage politique. Et moi, l'apprentissage que j'ai tiré de mes années de militantisme dans Let's Rise Up, c'est 3 choses. Premièrement, on ne peut pas militer seul. Il faut un minimum de 3 personnes très engagées pour commencer une organisation collective. Deuxièmement, la base politique commune doit être claire. On ne peut pas militer sereinement quand on est trop éloigné politiquement au départ. Quand dans une organisation, certains vont viser la transformation de la société et d'autres vont vouloir des groupes de parole, ça ne fonctionne pas. Troisièmement, le vécu expérientiel doit être partagé. Je ne me verrai plus aujourd'hui militer dans une organisation antiraciste qui ne serait pas majoritairement noire et anticapitaliste, tant l'expérience du racisme en tant que personne noire est particulière. Sans ces conditions, impossible de construire des stratégies politiques qui sont claires, situées et efficaces. Ce positionnement permet aussi une coopération plus sereine avec d'autres organisations, chacune étant ancrée dans des enjeux spécifiques. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont des coopérations concrètes, construites autour d'un agenda précis, bien plus que la volonté complètement illusoire de vouloir combler tous les vides. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.